Eh oui, nous sommes bien à Nice. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Dailymotion. C'est cette Allianz Riviera, cet écran mythique qui a à peine 2 ans de vie, qui héberge donc cette 4e étape, 5e même étape régionale avant la finale aussi, qui se déroulera demain dans ce stade magnifique qui abrite les matchs de l'équipe de l'OGC Nice, qui a laissé la place au Bambin et à Philippe Doucet, notre consultant qui est à nos côtés, un grand Bambin, mais toujours aussi avide de football. Salut Philippe. Oui, au moins 4 fois 12 ans. Bon, ça dévoile quelques données sur votre âge, mais on n'en dira pas plus. Là n'est pas le cœur du sujet, Philippe. Le cœur de ce sujet, c'est que cette étape sudiste, on va l'appeler comme ça, complétait totalement le casting pour la finale de demain. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu une sacrée journée âpre, parce que 20 clubs et pas beaucoup d'écart, vraiment. Oui, comme il n'y avait que 2 terrains au lieu de 4, évidemment, parce que l'Allianz Riviera est limitée à 2 terrains, forcément, et on ne peut pas jouer sur plus de surface qu'il n'en existe ici dans cet écrin. Et donc forcément 20 équipes, et donc un niveau très très resserré. Beaucoup d'âpreté aussi, voire beaucoup d'engagement, parce qu'on est dans le sud, hein. On est dans le sud, donc c'est pas le même arbitrage, c'est pas les mêmes envies, c'est une expression un petit peu différente. Et à l'arrivée, il faut bien reconnaître que c'est quand même une journée avec beaucoup de talent qui s'est exprimé, et des équipes de très très bon niveau qui sont à l'arrivée et qui sont qualifiées. Alors cette étape niçoise, évidemment, étape régionale, aujourd'hui nous a offert des matchs étriqués. Philippe vient de nous le dire. Philippe, malgré tout, et ça a été vu lors de ces demi-finales très étriquées, on a eu un plateau assez surprenant. Il y avait 2 clubs professionnels qui étaient sur la ligne de départ, 2 clubs professionnels qui ne seront pas de la finale. Absolument. Bon, alors évidemment, l'OGC Nice étant réservé pour demain, l'Olympique de Marseille s'étant déjà qualifié dans son étape marseillaise, ça enlevait un petit peu quand même de la ferveur professionnelle dans le sud. Évidemment, il n'y avait du coup que Monaco comme un peu tête d'affiche de ce tableau. Mais à l'arrivée, oui, ils ne sont pas à l'arrivée justement, ces professionnels. Mais vous verrez, quand vous saurez les noms des 2 finalistes, vous ne serez pas si surpris que ça, parce qu'il y en a un qui est un très très bon club formateur marseillais bien connu, et puis un autre club de la côte qui a aussi formé pas mal de joueurs passés par l'OM, dont son entraîneur. Exactement, qui s'appelle Frédéric Mérieux. On va dévoiler l'identité de ce casting de la finale qui va débuter dans moins de 10 minutes. Maintenant, mon cher Philippe, c'est Toulon qualifié et Herbel, le club de la Pomme, Marseille, très connu pour ses cyclistes, son club cycliste, les Toulonnais qui ont éliminé l'AS Monaco, l'étendard dont on va avoir à présent l'entraîneur Florian Pasaglia qui va venir nous rejoindre, l'entraîneur de cette équipe. Et d'ailleurs vous allez pouvoir voir les images de cette demi-finale. On l'attendait, Florian, cette équipe de l'AS Monaco, et on va le voir avec le résumé qui nous est proposé en ce moment même de cette demi-finale, qui avait lu sur ce terrain que ça a été compliqué. Il y a eu les occasions, mais il y a eu ce petit but au final signé Séni pour les Toulonnais qui vous font faire votre première défaite au pire des moments aujourd'hui. C'est ça. Bon, après on voit aussi qu'au plus haut niveau ça se joue à des détails. Quand on voit la physionomie du match, c'est sûr que je pense que si on regarde au niveau des statistiques, on est au-dessus sur le nombre d'occasions. Mais on le sait, c'est pas les occasions qui vous déterminent le score à la fin du match. Ça se joue à un détail, c'est comme ça, mais c'est tout la beauté du sport, et la beauté du football, elle est là. On ne sait jamais de quoi est fait les 90 minutes, là c'est les 12 minutes, et voilà, c'est ça. Bon, j'imagine qu'il y a quand même de la déception quand on est un petit peu l'étendard de cette journée. Qu'est-ce qu'on retient de cette DNC? Est-ce que c'est vraiment pour vous une compétition phare pour mettre en avant le blason de cette ASM? Bien sûr, entre autres, évidemment. Après voilà, je pense que ça va faire grandir un peu mon groupe, on va gagner en maturité, on a encore beaucoup de travail, ça on le sait, et j'ai pas trop les mots pour l'instant, je cogite encore sur le match, mais voilà, tout ce que je peux dire c'est qu'on doit encore gagner en maturité,
Un match, ça se gagne pas seulement en faisant des passes ou en étant supérieur techniquement. Il faut aussi y mettre la volonté et y mettre aussi l'impact, ce qu'on a un peu manqué sur ce match-là. Après, comme je disais, c'est la beauté du football et on ne peut pas gagner tout le temps. Alors, ce qui est fort malgré tout, parce qu'on se dit AS Monaco, gros centre de formation, c'est qu'avec cette classe d'âge-là, le bassin n'est pas le même, la zone de chalandise. Donc, c'est pas mal de voir l'ASM aussi, dans cette classe d'âge, arriver à ce niveau-là. Bien sûr. Certains diront que c'est un exploit. Moi, je ne le pense pas parce que je crois en mon groupe et je crois en nos générations au club. Maintenant, à nous de voir ce qu'on veut faire à l'avenir et si on veut encore grandir, comme je dis, on a encore beaucoup de travail, ça c'est sûr. Florian Paseglia, un vrai monégasque pur jus, donc entraîneur de cette équipe U12 de l'AS Monaco, malheureusement, qui a arrêté sa route en demi-finale. Florian, eh bien, si vous le voulez bien, restez avec nous. On va découvrir ce qui s'était passé à Créteil. Ça va peut-être vous intéresser. Ils seront demain. Je ne sais pas si vous regarderez cette finale nationale ici même. Eh bien, on va voir qui s'est qualifié lors de la dernière manche à Créteil. Vous étiez à nos côtés, Philippe. On regarde ça et après, on passe à la finale, évidemment. Créteil, après Bordeaux et Évian, la DNC poursuit ses pérégrinations, ou plutôt ses tournois de qualification en vue de la finale nationale qui se déroulera dans moins d'un mois à Nice. Fouler la pelouse de l'Alliance Riviera, c'est le rêve caressé par les 42 équipes venues du Nord et d'Île-de-France se disputer cette 3e étape régionale. Un tournoi à valeur de vitrine pour ces moins de 12 ans dans un bassin de quelques 250 000 licenciés. Excellence garantie. On a vu à la fois des équipes de grande qualité, mais ce qui est un peu la caractéristique de la région parisienne, avec un nivellement des valeurs très fort, beaucoup d'équipes de bon niveau et beaucoup d'équipes professionnelles qui ne passeront pas parce qu'elles tombent sur des clubs amateurs qui forment aussi bien qu'elles et qui sortent, on le connaît, on ne va pas raconter toute l'histoire des équipes de France diverses des années 98 et autres, mais la plupart des joueurs viennent de clubs qu'on a vus aujourd'hui, des clubs de banlieue, et qui aujourd'hui encore ont montré qu'ils avaient des ressources et un vrai vivier. Un vivier encore densifié par la présence de clubs historiques comme le RC Lens, vainqueur de la finale mondiale en 2013 et qui entend bien renouer avec ses émotions. Notre coach a été champion du monde. Du coup, nous, on veut prendre l'exemple sur les U14. J'ai mon capitaine qui me dit que chaque jour, il regarde la finale que j'ai disputée à Wembley. Pour vous dire l'impact que ça a eu sur tous nos jeunes au RC Lens, à savoir être capable de gagner une telle compétition. Et ça donne envie, quoi, ça donne envie. Il faut savoir que chez nous, dans le Pas-de-Calais, c'est quand même une région défavorisée. Le travail, on n'a pas peur. Et réellement, cette Danone Cup a apporté à toute la région, vraiment tous les jeunes gamins, de croire en ces chances. Nous, petits clubs du Nord du Pas-de-Calais, être capable d'être sur le toit du monde, c'est merveilleux, quoi. C'était vraiment une très belle aventure. Dans ce contexte, le tirage au sort offre une belle valeur étalon au sang et or, lesquels doivent défier le Paris FC dès la phase de qualification. Les Parisiens ont gagné leurs 2 premiers matchs, méfiance donc, la ferveur nordiste non démentie encore une fois ne sera pas de trop. Ouais, on vieillit un petit peu quand même, on était un peu plus... On mettait plus d'ambiance les années précédentes, mais bon, ça va revenir avec les résultats, ça va revenir. Le soutien sera de la partie mais pas le résultat. Battu 2-0, les hommes de Jean-Marc Gigné ne le savent pas encore, mais ils ont hypothéqué là leur chance de poursuivre l'aventure. Car le contrat est aussi simple qu'épique. Au terme de 6 matchs disputés sous la forme d'un mini-championnat, seules les 8 meilleures équipes voient la phase finale. Et comme le prédisait Philippe Doucet, l'homogénéité du plateau n'a conféré aucun joker. La 8e place convoitée par 4 équipes à égalité de points échoua ainsi au Havre à la différence de but. Exit notamment le club hôte, l'US Créteil Lusitanos, premier prix malgré tout du message fort. C'est bien que la Danone Cup insiste sur des valeurs fortes telles que le respect, le fair play. Et puis après, même si je pense qu'il y a l'enjeu, il y a une compète, il ne faut pas les oublier. Et en tant qu'éducateur, on se doit, nous, de donner ce petit mot-là et de forcer là-dessus, parce qu'on n'est pas entraîneur de football, on nous appelle éducateur de football. Donc c'est de l'éducation par le football. On ne doit pas l'oublier. Maintenant, il y a la compète et ça fait partie de la vie aussi, la compétition, l'enjeu, ça fait partie de la vie, de jouer avec un stress, de jouer, mais de gérer après les émotions. Des émotions à gérer, il y en a aussi pour le corps arbitral. La Danone Nations Cup participe également à l'éclosion des sifflets de demain. Sélectionné avec 11 autres jeunes arbitres de la Ligue de Paris, Annie espère être retenu dans le trio qui verra la Côte d'Azur. Il se souvient qu'à l'âge des enfants qui l'entourent, il était déjà vêtu de noir. Déjà tout petit, j'arrive à 15 ans, je jouais le samedi après-midi, donc j'allais le samedi matin voir mon petit frère le matin. Et on me proposait de prendre le sifflet et plus je faisais les matchs, plus je prenais plaisir à faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans.
et je me suis lancé dedans directement. Et tu t'es pris au jeu. Et ouais, je prenais plus de plaisir. Au fur et à mesure de faire des matchs, je prenais encore plus de plaisir. Donc j'ai arrêté de jouer et je me suis lancé à 100% dans l'arbitrage. Pas le temps de regarder bien longtemps dans le rétroviseur, le terrain reprend déjà ses droits. Avec leur statut particulier de rescapé, les Havrais font douter comme jamais le Paris FC dans un quart de finale sevré de buts. Mais la tête de série numéro 1 s'en sort aux tirs au but. Comme Saint-Maur, finaliste France l'an dernier contre Bordeaux et qui vient à bout de Dunkerque 6-5 après une séance empreinte d'émotion. C'est le match qui va nous emmener Nice. C'est la finale. Ce match-là, on n'a pas le droit de le perdre. On va se donner à 200%. Et même si à la fin on perd, on n'aura pas de regret. Parce qu'on aura tout donné. On aura tout donné. Saint-Maur, Torcy, Boulogne-Billancourt, fraîchement auréolé du titre d'équipe la plus fair-play et le Paris FC, c'est donc un quatuor 100% francilien qui a l'honneur de s'exiler dans l'antre du stade Dominique Duvauchel, dévolu d'ordinaire aux joueurs de Ligue 2 de Créteil pour disputer les demi-finales. Un dernier carré magnifié par une assistance presque aussi nombreuse que pour les matchs des pros. Près de 2000 personnes sont restées pour connaître l'épilogue de cet épisode 3 et assister à un remake de l'édition précédente. En effet, comme lors de la 15e édition l'an passé, Saint-Maur et le Paris FC se hissent en finale et obtiennent par là même le précieux sésame pour le rendez-vous national où ils rejoignent Colomiers, Vannes, Saint-Étienne et Metz. Reste un trophée à aller chercher, sa quête confirmera la forme étincelante des Parisiens. Les hommes d'Ismaël Boukris qui n'ont concédé qu'un seul but lors de cette journée vont faire la différence en deuxième mi-temps. Après une ouverture du score de Clarence, le break intervient à 4 minutes de la fin. Secrétaire Luis Eladj qui prend le périphérique, il a fait le tour et au second poteau qui pour reprendre sans aucun souci, il venait d'entrer sur la pelouse, c'est parfait, le coaching est gagnant, c'est Daouda qui permet à cette équipe du Paris FC de faire le break et de filer vers une victoire. Passeur, Eladji est ensuite à la finition sur le troisième et dernier but. 3-0, le score est sévère mais le triomphe parisien largement mérité. Ancien de la maison, l'international Frédéric Piquion a apprécié. Je pense qu'ils étaient vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. Ils ont vraiment une équipe au niveau individuel et collectif très très forte et j'espère qu'ils iront au bout à Nice et pourquoi pas après. Tout à leur célébration, les Parisiens n'ont sans doute rien entendu des louanges tressées par leur aîné. Mais si sa prophétie se vérifie, ils n'ont pas fini d'en recevoir et de poser pour la photo. Et ce rendez-vous de Créteil qui a déterminé 2 qualifiés sur les 10 que nous verrons ici même dans ce stade de l'Allianz Riviera où nous nous retrouvons en direct désormais pour vivre la finale, la dernière finale régionale, vous l'avez compris, en amont de cette retransmission, nous avons détaillé avec Philippe les conditions, tout simplement pour être dans cette finale, c'est-à-dire que demain, ces 2 équipes que sont Toulon et Herbel participeront à la finale nationale. En revanche, il nous reste, Philippe, un trophée à déterminer, c'est toujours bien pour la confiance, d'autant plus quand ça arrive à la veille du tournoi national que de se dire qu'on est allé au bout et qu'on est resté invaincu potentiellement tout au long de la journée, quoique non, parce que Toulon a perdu un match. Oui, et puis je pense que quand on est justement dans ce type d'arène, je pense que ça a un autre impact, peut-être la finale. On a envie d'aller vraiment au bout de ce tournoi. Je n'ai pas vu les deux équipes qui se sont qualifiées pour la finale, je n'ai pas vu de fatigue dans leur évolution en demi-finale. C'est peut-être là-dessus qu'elles ont remporté la victoire. Je pense notamment au Racing toulonnais par rapport à un AS Monaco qui s'est peut-être un petit peu étiolé au long de la journée. Donc on devrait avoir une finale très vivante entre 2 équipes de qualité. Et c'est vrai que c'est une dynamique. Vous parlez évidemment de ces équipes potentiellement peut-être un petit peu plus joueuses où les individualités font un peu plus parler parce que il y a ce cachet qu'on peut avoir du côté de Monaco. On a déjà vu des équipes comme ça, notamment à Bordeaux, quelque peu se déliter alors qu'elles étaient attendues. On pense à Toulouse, à Bordeaux aussi, qui avait représenté la France l'an dernier et qui avait fini un petit peu par flancher sur ce domaine physique ou tout simplement ne pas arriver à tenir la distance. C'est ça aussi l'impact d'un tournoi, la durée, il faut savoir durer. Absolument, c'est évidemment très long. Les équipes ont disputé 7 matchs de 12 minutes. On est à 84 minutes de jeu effectif et en plus entrecoupé, c'est encore plus dur évidemment que 84 minutes consécutives. Donc c'est éminemment fatigant pour ces jeunes garçons qui vont finir donc
au bout avec 96 minutes de jeu en tout lorsqu'ils auront disputé les 12 dernières minutes. Et plus c'est affinité, mais plus ne serait qu'une séance de tir au but. Il n'y a pas de prolongation au cas où dans cette finale. Alors vous les voyez, ces deux équipes avec à droite la formation d'Herbel, invaincu aujourd'hui, 7 matchs, 7 victoires, aucun but encaissé. Et à gauche, eh bien, cette équipe de Toulon dont voici eh bien, le groupe. Aujourd'hui, un gardien, Bayron, qui malheureusement est blessé. Une douleur qui date d'un mois. Le tournoi de Fréjus lui avait eh bien, causé des tourments à son genou. Ça s'est un petit peu réveillé cet après-midi. Ils sont malgré tout en finale, malgré les soucis de Bayron. Cette équipe entraînée par Frédéric Mérieux. Quelle histoire pour l'homme aux 500 matchs en professionnel, qui a bien tout simplement eh bien, fait ressortir ce club qu'il a fait renaître depuis 3 ans. Il y avait de grosses difficultés. Il a décidé de revenir eh bien, dans sa région natale, l'ancien joueur eh bien, de l'OM et du FC Metz, et ce club qui participe à sa deuxième DNC, deuxième étape régionale, eh bien, aura droit à la finale nationale. Le parcours avait été un petit peu chaotique ce matin, mais avec des victoires parfois étriquées. Il y a l'âme de la compétition de son coach. Quand on le voit, je peux vous assurer eh bien, qu'il donne tout aussi quand il est coach. Oui, absolument. Et puis bon, il a aussi son impact se mesure aussi au fait qu'il est lui-même ancien du Racing. Ancien du Racing. Il a débuté ici même, alors forcément il est ultra concerné par cette performance. Et puis on voit l'équipe de Herbel qui peut-être, vous avez raison, peut-être été dans l'ensemble de la journée un petit peu plus brillante, a marqué peut-être un peu plus de buts que celle du Racing de Toulon, mais qui est aussi un club formateur bien connu des Marseillais. Oh, clairement, parce que cette équipe, et Yacine, son entraîneur, a l'habitude eh bien, de se targuer de cette belle statistique. Cette équipe d'Herbel a l'habitude régulièrement, en tout cas, de dominer sa géante voisine de l'Olympique de Marseille chez les jeunes. Herbel, qui est donc un club formateur, qui, comme Toulon d'ailleurs, n'a pas d'équipe senior. On s'arrête en U19. Ça en dit long aussi sur le vivier, et ça en dit long sur les capacités de ces deux équipes à former. L'entrée justement de ces deux équipes sur la pelouse de l'Alliance Riviera, avec eh bien, en bleu cette formation du Var, c'est Toulonnais, ce Racing qui rentre sur la pelouse aux côtés d'Herbel, qui sera favori de cette finale. Mais vous l'avez vu, parce que vous êtes des fidèles de cette compétition, le favori gagne rarement dans eh bien, cette DNC. Les deux équipes qui ont déjà toutes les deux gagné. Peut-être la dernière fois au Paris Football Club à Créteil, mais c'est vrai que c'est plutôt une exception. C'est pas forcément l'impression qu'on a eue sur la journée. Le vainqueur n'est pas forcément l'équipe qui a fait la meilleure impression sur l'ensemble de la journée. C'est assez juste. Et on rappelle évidemment que du fait de ces 20 équipes, on n'a pas disputé eh bien, le même total de matchs, puisque pas de quart de finale aujourd'hui. Donc ça va compter, mais en contrepartie, on a eu, et on n'en a pas parlé, une journée caniculaire. Et chapeau à ces enfants. Alors toutes les conditions de sécurité et sanitaires étaient réunies. On a pensé et on a rappelé les consignes d'hydratation, mais c'est vrai qu'il a fait plus de 32 degrés cet après-midi, et au soleil, je vous en parle même pas, sur cette pelouse de l'Alliance Riviera. Donc ça vient compenser plus que largement le déficit de minutes entre guillemets par rapport aux autres bambins qui ont évolué depuis le début de cette DNC 2015. Oui, puis par exemple Herbel, ils sont 10, c'est pas beaucoup, Deux blessés. Les 8 qui jouent, plus 2 sur le banc, tout est pour tout, donc on ne peut pas dire qu'ils ont pu tourner et autres. Et comme je le disais tout à l'heure, ils vont aboutir à un total de 96 minutes, ce qui n'est évidemment pas rien. C'est monsieur Verkimp, Damien Verkimp, qui est l'arbitre de cette finale. Oui, ce trio arbitral que l'on verra aussi, puisque c'est l'apanage aussi eh bien, de cette journée pour eh bien, le corps arbitral. Ceux qui sont sélectionnés en finale se retrouvent à la finale nationale. En l'occurrence, demain, ils seront les sifflets présents avec évidemment ceux qui étaient sur les autres étapes de cette finale nationale. Non, seulement monsieur Verkimp. Seulement monsieur Verkimp. Oui, par contre, les deux autres, là, ce soir, là, pour cette finale, ce sont monsieur Jeannin Gros et monsieur Pantet, mais demain, ce sont plutôt monsieur Jamou et monsieur Mégerie qui seront aux côtés de monsieur Verkimp pour représenter la Ligue. Ce sont des vrais Niçois, d'ailleurs, ils sont vraiment de Nice. Ils arbitrent dans la région tous. Et c'est eux qui se joindront, tous les arbitres qui ont été sélectionnés au fur et à mesure dans toutes les phases qualificatives, car c'est le même processus en quelque sorte. Ce sont les meilleurs arbitres et les meilleures équipes qui se rejoindront toutes
demain dans cette même arène avec sans doute un nombre de spectateurs beaucoup plus important, c'est certain, car on est venu de tous les côtés de la France pour l'événement de demain ici même. Pas une raison pour négliger cette finale d'aujourd'hui. Non, c'est clair, c'est fort dommage. En effet, malgré tout, un élément à prendre en compte alors que le coup d'envoi va être effectué dans les prochaines minutes. Sachez, chers téléspectateurs, que ces deux équipes se sont affrontées. C'est pas un championnat intégral cette journée, à l'inverse de celle de demain où on verra toutes les équipes s'affronter entre elles. Mais le tirage au sort effectué en amont avait vu ces deux équipes s'affronter. C'est un élément à prendre en considération. Victoire 1-0 d'Herbel, puisque invaincu, je vous le disais tout à l'heure, vous aviez donc compris, victoire 1-0, but de Wissam dans ce match sur un coup franc. Wissam qui évolue dans cette équipe en défense, le numéro 2 de cette formation, qui joue en blanc, celle tout simplement de Herbel, la banlieue marseillaise qui est à l'honneur. On l'a vu aussi durant cette journée lors de l'après-midi, un match au couteau remporté face à Burel, là aussi encore un quartier marseillais. Ce match, le 5e match de l'après-midi, qui avait été décisif lors de la qualification et pour la qualification d'Herbel dans cette phase finale, cette demi-finale, puis cette finale qui va débuter dans quelques secondes. Le casting de la finale nationale de la DNC 2015 est complet. Toulon et Herbel rejoignent les 8 autres équipes d'ores et déjà qualifiées pour évoluer dès dimanche sur la pelouse de l'Alliance Riviera, une pelouse qui accueille une finale, et c'est bon pour le prestige entre ces deux équipes qui vont se départager. Herbel invaincu et qui n'a encaissé aucun but depuis le début de cette journée face à des Toulonnais qu'on n'attendait pas à pareille fête. Et ce sont eux qui s'offrent une première récupération assez haute avec Delano, mais ballon perdu. Ça va vite avec ce joueur. Oui, très bon dribble là sur le côté droit qui est signé Kélan, qui est véritablement court sur patte, vous l'avez peut-être remarqué, mais dont les appuis extrêmement difficiles à lire sont vénéneux pour l'adversaire. On l'a vu d'entrée. Beaucoup de qualité technique, comme vous le voyez, dans cette finesse, pour faire passer le ballon au-dessus du pied de l'adversaire et s'offrir ce débordement. Très 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 joli joueur, et qui peut-être le meilleur du tournoi du reste. Kélan Mastour, très surveillé par de nombreux clubs, dont le GC Nice. Tiens. Bah oui. Il y avait des recruteurs qui étaient présents. C'était encore lui qui nous avait fendu d'une tentative de tour de rein sur Nohan. Nohan qui, côté toulonnais, n'est pas loin non plus d'être le joueur au plus fort tempérament. Ça, c'est une certitude. Mais à la plus belle frappe de balle également, on devrait le voir sévir lors de cette finale dont on rappelle le format, 2 fois 6 minutes pour célébrer un nouveau vainqueur dans ce tournoi. Et si on n'arrive pas à se départager, ce sera directement une séance de tirs au but. Oui, pas de prolongation. Ouais, il y a une petite main de Delano, petite ou pas d'ailleurs, elle est bien sifflée. Un petit air de Mérieux chez Delano. Exactement, dans la chevelure aussi. Parlant, effectivement. Et la possession de balle qui est d'entrée quand même. Déjà, on laisse volontiers ce ballon au joueur d'Herbel. L'appel dans la profondeur, signé Attar, qu'on a vu pas mal frustré tout au long de cette journée. Très grosse qualité dans les face-à-face, mais pas toujours très bien servi. On a vraiment fait parler la défense. Je vous le disais, statistiquement, aucun but encaissé pour cette équipe marseillaise. Elle est extrêmement présente avec son entraîneur Yacine, qui fait valoir ses valeurs de combat et de défense tout au long du match. Vous allez certainement l'entendre. Je l'ai appelé porte-voix tout à l'heure quand je l'ai rencontré. Il n'a pas nié. Et il appelle d'ailleurs sa voix la boîte magique. À Marseille, on parle fort. Voilà. C'est comme ça. Et le vocabulaire est parfois fort aussi. C'est vrai. Alors, en tout cas, notez que Byron a réalisé une bonne sortie tout à l'heure. Le gardien de Toulon, c'est à souligner parce qu'il est vraiment très sérieusement blessé. Il ne peut absolument pas frapper. Il a le genou en grande difficulté. C'est un vrai souci pour Frédéric Mérieux pour demain.
il ne sait pas du tout s'il pourra être aligné. Alors ce qui est amusant, c'est que je lui ai demandé, il y a peut-être un deuxième gardien que tu peux faire venir de Toulon, c'est pas très loin. Il me dit, écoute, on a un tout petit problème, c'est que notre gardien, il joue demain avec l'OM. Ah mince. En fait, l'OM l'essaye demain, c'est un essai. Et comme ils l'ont promis à l'OM, il ne pourra pas le reprendre. Et c'est un vrai souci que n'avait pas complètement anticipé cette équipe de Toulon qui ne pensait peut-être pas se qualifier. C'était peut-être une prémonition. Et les deux numéros 10 là, face à face avec Nils qui a perdu la maîtrise du ballon. Ça a permis aux joueurs d'Herbel de se retrouver dans la surface de réparation. La très bonne défense de Marlon et le dégagement de Nohan qui trouve un partenaire, Nils en l'occurrence, qui a essayé de mettre Thomas dans le sens du jeu, mais on ne s'était pas compris. Nils avec cette petite chandelle. Un avancement de pivot à cet âge-là, c'est assez rare de Clairement. voir ce genre de profil, mais il le fait très bien depuis le début de la journée. L'accélération Attention, ça de va Kélan aller dans vite, l'axe ça du va aller terrain, vite. c'est toujours le même dribble, mais ça fonctionne à chaque fois. La première frappe de cette finale, elle est pour Kélan, le joueur le plus en vue, mais il n'a pas trouvé le cadre de Bayron. Ah, il est vraiment très très doué ce joueur. On l'a vu tout au long de la journée. Lorsqu'il s'est agi d'affronter l'autre club marseillais, Burel, il a provoqué un penalty, il a marqué un but, il a été vraiment décisif dans beaucoup d'instants de cette journée pour son équipe. On sait qu'il y a des recruteurs présents aussi aujourd'hui et ce petit Kélan sera évidemment scruté. Surtout avec son début de prestation aujourd'hui. Vous voyez la transcription, la traduction, les dégagements lointains. Bayron ne peut absolument pas les faire. Du coup, on a joué court, quand bien même son copain Marlon s'était proposé à ses côtés. Kélan, encore lui qui phagocyte l'attention de trois défenseurs. Position de hors-jeu. En tout cas, elle a été annoncée très rapidement. Les équipes de Pierre Falchiro qui nous ont recalé, notre réalisateur qu'on salue au passage, cette situation. Thomas qui était revenu derrière. Registre très large pour cet avant-centre qui était libéraux sur l'action. Allez, Idriss qui a pu transmettre à Kélan, nouveau petit festival pour l'ailier de poche, le lutin de cette équipe d'Herbel qui mène au point, qui mène à la possession du ballon. Aussi Philippe, dans ce début de match, premier corner de cette finale. Et les coups de pied étaient très importants dans cette équipe avec notamment Wissam qui en a marqué un coup franc direct lors du match entre Toulon par exemple. Qui frappe les corners et très bien frappé, même si c'est Idriss qui n'a pas pu mettre sa tête. Alors que tout à l'heure en demi-finale, comment ils ont marqué Herbel? Très simple, un coup franc indirect de Wissam pour la tête d'Idriss. Exactement, Idriss Mohamed, le défenseur et capitaine de cette équipe qu'on n'a pas vu beaucoup jusque-là et pour cause parce que son équipe, elle évolue pour le moment dans le camp des Toulonnais qui se font chipper le ballon justement par Wissam qui est au pressing pour tenter de récupérer haut et Nohan qui part au plus pressé. Le ballon tout de suite récupéré par les Marseillais avec cette accélération plein axe. Pourquoi pas la tentative de frappe? Elle était tentée de la part de Driss. Ça n'est pas cadré mais la menace se précise quand même sur Bayron et sur cette défense toulonnaise quelque peu acculée. Mon cher Philippe. Ouais. On subit très sérieusement. Alors. C'est curieux d'ailleurs que les Marseillais n'exploitent pas le fait que Bayern ne puisse pas frapper les sorties de but. Ils viennent pas trop au pressing. Et ils récupèrent quand même le ballon très haut. En tout cas, les Toulonnais ont l'intelligence de ne jamais jouer en retrait, préfèrent dégager à l'ancienne comme on dirait. Wissam qui a tenté de passer devant Delano. Et ce ballon qui ne va pas sortir, attention, le mauvais repli de la défense toulonnaise un petit peu oisive, la frappe derrière et pourquoi pas Kélan en deux temps, position de hors-jeu derrière de Kélan qui s'est heurté à Bayron, déjà touché, l'infortuné gardien toulonnais qui là n'a pas arrangé sa blessure, c'est une certitude. Tout à l'heure il a fait une très grosse erreur, il faut bien le reconnaître sur le coup franc de Wissam lorsqu'il s'est agi de jouer déjà contre cette équipe de Herbel, mais on comprend mieux maintenant compte tenu de ce handicap qu'il avait déjà à ce moment de la journée. Il était déjà blessé avant, vous l'avez souligné, mais il s'est refait mal assez vite dans la journée, je crois au deuxième match.
Et évidemment, du coup, il avait, ça ne veut pas dire qu'il a pris beaucoup de buts et il a été très solide dans l'ensemble, mais il a notamment contre Herbel commis cette erreur, prenant le ballon entre les jambes. Allez, Marlon qui va pouvoir essayer d'amener le danger dans la moitié de terrain adverse. On en est réduit à ça pour le moment du côté des Racing Men dans cette rencontre. La différence qu'a tenté de faire Driss là dans le cœur du jeu. Et la mi-temps qui ne devrait pas tarder à intervenir. C'est fait. La voici, cette mi-temps sifflée très sobrement. Ouais. Et on va en rester à ce score de 0-0 après ces 6 premières minutes dans cette finale. Et on pouvait s'y attendre d'ailleurs, c'est à l'instar de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu en poule une victoire de Monaco 7-1 à un moment, mais sinon très peu de bonus, très peu de scores larges. Ça en dit long sur cette journée de football, et c'est un vrai révélateur d'ailleurs que de voir cette finale aussi indécise. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi révélateur des équipes qui ont réussi. On a une équipe de Marseille, une équipe du Var, Toulon. Pas trop d'équipes des Alpes-Maritimes qui parfois sont apparues un petit peu en retrait par rapport au football, notamment de la région de Marseille, qui évolue sans doute à un niveau un petit peu supérieur et qui l'a prouvé encore aujourd'hui. Et on revoit les meilleurs moments, ces dribbles chaloupés de Kélan qui ont débouché sur des tentatives. Et c'est ça aussi l'intérêt. On dit souvent que les dribbles ne servent à rien s'ils ne sont pas conclus d'essai au but. Et bien Kélan a réussi souvent, alors soit par ses dribbles, soit derrière par ses passes. On l'a vu celle-ci pour Driss, même si derrière là, sur cette reprise, il est signalé en position de hors-jeu, à être un véritable poison. On a vu aussi le corner tiré par Wissam et qui avait été touché par Idriss. On ne l'avait pas vu dans le direct, mais on l'a vu ici. Frédéric Mérieux en pleine discussion à la fois avec les arbitres et avec ses joueurs. Il a l'air de parler en particulier de Byron. Qu'est-ce qu'il veut dire, parce que étant donné qu'il implique l'arbitre dans cette discussion, c'est un peu surprenant. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a soumis Est-ce qu'il a demandé une dérogation pour ne pas être obligé de tirer les sorties de but en dehors de la surface? Mais je m'inquiète surtout pour les tirs au but potentiels, parce que ce 0-0, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça dont parlait Frédéric Mérieux, en demandant si par exemple, ce qu'on n'a pas le droit de faire théoriquement, si on peut changer le gardien après le match. C'est possible. En attendant une possibilité qu'il ait demandé ça. Mais c'est pas improbable du tout, Philippe, parce que c'est vrai que le contexte de la rencontre nous incite à penser, ne serait-ce que ça. Sinon c'est très compliqué, parce que ces changements de gardien, ça prend un temps fou. Les changements ici, c'est très simple. Il suffit de rentrer, de sortir. Ça se fait à la volée, mais avec un gardien, il faut un maillot, donc c'est plus compliqué. Oui, effectivement, et ce sera évidemment une des inconnues de cette deuxième mi-temps. Évidemment, les joueurs de champ vont s'affairer pour éviter pareil scénario qui relève un petit peu de la cruauté. On n'aime pas trop cette décision ultime que sont les tirs au but, mais ce sera peut-être la seule façon de voir ces deux équipes se départager. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps qui a été donné. Frédéric Mérieux, qu'on voyait tout à l'heure discuter avec l'arbitre, qui a totalement sorti de l'obsolescence ce club qui végétait, lui qui était de retour dans sa région, consultant notamment pour la chaîne OMTV, nos confrères d'OMTV, et qui... Frédéric a été formé ici, donc, dans ce club de Toulon. Tout comme de fameux joueurs professionnels. On peut citer Patrice Hérault, qui a été un de ses coéquipiers à l'OM, et puis Franck Leboeuf, quand même, qui lui a joué à l'OM beaucoup plus tard dans sa carrière, mais qui a fini par jouer à l'OM également, et pour cause, on comprend mieux évidemment en voyant son origine toulonnaise. Et la remise avec une faute. Et puis il y en a d'autres, mais je les ai oubliés. Mais il y a d'autres joueurs. Là de tête, vous avez cité les seuls que je connaissais. D'accord. La faute commise par Thomas. Oui, on vous laisse réfléchir, évidemment, Philippe. La différence créée là sur le côté. Pourquoi pas cette remise de la part d'Idriss, le deuxième. Idriss de cette équipe. Idriss Wachem, milieu de terrain, le numéro 4 de Idriss côté Herbel. On n'avait pas eu l'occasion de le présenter, ce jeune milieu de terrain qui recule. Il vient de rentrer. Voilà, qui recule
vient de rentrer à la mi-temps. Lui qui est milieu de formation et De qui même que Loric. évolue à droite. Exactement. De même que Loric qui est rentré également, qui est un autre milieu. Alors Loric a une autre spécificité, c'est qu'il est U11. C'est le seul de cette équipe qui a un an de moins et qu'on pourrait revoir donc l'an prochain dans cette même compétition. Et hors-jeu. Et Byron qui avait encore réussi sa sortie. Ouais. Il a un gabarit imposant et un très bon sens du jeu. On l'a vu tout au long de la journée. Et un courage à noter. Intelligemment. Et le hors-jeu est indiscutable, même si la passe était remarquable. À noter à propos de Loric, d'ailleurs, parce que je parlais de U11, mais que les Marseillais de Herbel ont joué la semaine dernière le tournoi de qualification à Marseille, mais ce qui est un tournoi U11 en fait, c'est une particularité qui est organisée par Christophe Marquet. Et il n'y avait qu'un qualifié pour la Danone Nations Cup qui est sorti, c'est l'OM qui a gagné cette finale 3-0 contre qui? Contre Herbel, qui était finaliste, donc très près de se qualifier déjà la semaine dernière pour cette compétition, mais avec ses U11. C'est bien les mêmes joueurs qu'aujourd'hui qui auraient joué, mais ce n'était, à part Loric, aucun des joueurs d'aujourd'hui n'ont joué la compétition de la semaine dernière naturellement. Et oui, ça procède de ce que l'on disait et ça abonde dans le sens de cette formation réussie du côté de ce club du quartier des Cailloles. Il a tenté la récupération haute à tard, ça n'a pas porté ses fruits. Les Toulonnais sont mieux, qui sont un petit peu mieux dans cette deuxième mi-temps. Moins pris de vitesse par l'équipe d'Herbel qui souffle peut-être un petit peu. Encore une fois, il a fait tellement chaud qu'on peut avoir des évolutions dans cette finale qui peuvent surprendre. Et quand l'ombre est arrivée en milieu d'après-midi, on a tous soufflé un bon coup, un ouf de soulagement. Tellement la canicule a sévi. Attention à cette passe en retrait, il fallait. C'est pas un cadeau. Il fallait l'éviter, c'était à proscrire. On craignait cette relance de Marlon qui profite aux joueurs d'Herbel qui repartent avec Loric l'entrant et la transversale qui a été contrée, mais le ballon qui arrivera quand même à Adam en l'occurrence sur le côté gauche avec Jessim qui perd la maîtrise de ce dernier. Ballon dégagé par Marlon et les Toulonnais. Le danger qui va revenir, non pas pour très longtemps, avec Nohan qui s'est interposé. Il y a beaucoup de fatigue, mais il y a aussi les étincelles de Kélan. Sur ce bon ballon donné par l'entrant Idriss, et il y aura un nouveau corner. Alors là, Wissam n'est pas là pour les tirer, c'est donc il a cédé sa place à la pause. Wissam, c'est donc Kélan qui va officier au four et au moulin pour le tirer. 3 coéquipiers dans la surface, et c'est encore une fois le buteur en demi-finale, Idriss Mohamed, qui s'était essayé de la tête. Il est très bon de la tête. Très bon de la tête, omniprésent. C'est quand même à cet âge-là, il n'y a pas beaucoup de buts de la tête, il faut être très honnête. Et bien lui, il en a marqué un carrément en demi-finale dans un match donc absolument décisif. Et puis là, il oblige Byron à intervenir. Et oui, la première vraie intervention de Byron dans ce match. Alors que Mérieux a sorti Mérieux. Oui, exactement. Le fils de l'anneau de son prénom qui joue dans cette équipe. Une génération qui l'a eu depuis le début. C'est ça aussi pour lui l'intérêt de cette journée, la consécration presque ultime que de la présence de cette équipe du Racing dans cet événement DNC, la deuxième participation d'affilée des U12 de ce club. C'est bien joué. Oui, le renversement de jeu intéressant pour le côté gauche de Pablo. Pablo qui va provoquer, Pablo qui se fait reprendre, surtout derrière par Jessim. Oui, cette passe était ambitieuse, la sortie de balle intéressante mais très dangereuse. La preuve avec cette récupération à l'entrée de la surface de réparation. Thomas qui va se mettre sur son pied gauche. Thomas qui a un petit peu trop joué le pénalty, certainement. Ouais. Et il n'a pas du tout hésité, l'arbitre. En tout cas, pas de faute. Et un coup de sifflet final. C'est rare les finales à 0-0. Eh oui, c'est la première en l'occurrence où l'on n'aura pas vu un seul but et où donc l'issue devra se décider et interviendra à l'issue de la séance des tirs au but.
On n'en avait pas eu en demi-finale, on n'en avait donc pas eu aujourd'hui. Pas eu de la journée. Et on va devoir eh bien, en venir à cette décision ultime. On n'a pas eu de pénalty dans la journée, sauf qu'il y en a eu dans les matchs. Et notamment Herbel, on en a eu 2. Et 2 joueurs déjà ont tiré des pénaltys et ils les ont réussi. Il y a Wissam, il y a Idriss. Donc c'est déjà une indication que de ce côté-ci, en tout cas, ils sont plutôt prêts. Et puis ils ont quand même un autre avantage important, c'est que le gardien adverse étant blessé, c'est un élément évidemment important. Est-ce que Byron va pouvoir jouer le jeu? On va voir la décision de Frédéric Mérieux. Théoriquement, il n'a pas le droit de changer de gardien. Il n'a pas le droit. Hein. C'est le règlement. Et du reste, les coéquipiers, les jeunes coéquipiers de Byron vont le voir. On a vu tout à l'heure Moussa remplaçant aller féliciter son copain. Donc il y a de grandes chances effectivement que Byron, que vous voyez ici à l'œuvre sur ce qui sera la dernière véritable occasion de cette rencontre pour Herbel. On revoit la volonté là affichée de Thomas d'obtenir le pénalty en toute fin de match, mais ça n'aura pas été suffisant. Cette équipe de Toulon qui a été bien plus souvent menacée dans cette rencontre, on va dire dominée, mais qui a su tenir. Elle qui se présente en finale avec un nul et une défaite. Alors ça c'est carrément inédit depuis le début de cette saison de la DNC, cette 16e édition. Un pareil bilan pour se retrouver en finale. On avait l'habitude de devoir même passer par des bonus pour parfois entrouvrir la porte et être des fois invaincu. Là c'est un bilan qui n'était pas totalement favorable. On va dire que la journée a eu du mal à se décanter pour les joueurs de Frédéric Mérieux qui ont très bien terminé. On a déterminé les tireurs de part et d'autre et on va donc procéder à cette petite loterie. Mehdi et Byron seront-ils les 2 gardiens, les héros de leur équipe lors de cette finale de la DNC finale régionale ici à Nice, où l'on verra les 10 meilleures équipes de France demain évoluer pour la finale nationale. En attendant, si ces 2 équipes en feront partie, elles ont bien envie de se départager pour l'honneur et pour le trophée lors de la finale régionale. Et on va donc procéder à un ultime tirage au sort, j'imagine, pour déterminer qui va débuter. Ça a été fait possiblement avec les 2 gardiens. Et ce sera visiblement les Toulonnais qui débuteront cette série avec Marlon. Oui, petit avantage psychologique peut-être à retirer. Marlon, défenseur de cette équipe. Marlon face à Mehdi. C'est parti pour Marlon, une grosse course d'élan et un contre-pied parfait. Toulon qui débute bien dans cette ultime séance de tirs au but. On va voir les filets trembler au moins par ce biais, cet exercice. Alors Byron, vous l'aviez dit, Wissam avait sévi tout à l'heure. Dans le jeu, évidemment, c'était un penalty. C'est un tir au but. L'homme des coups de pied arrêtés, saura-t-il transformer ce penalty? Eh oui, Byron qui ne peut même pas se coucher. C'est un ingrédient évidemment très très important et un élément à prendre en considération. Cette blessure au genou pour Byron qui va avoir vraiment beaucoup de mal à faire des différences. Et ça met en confiance le tireur quelque part. Alors évidemment ne pas la jouer trop laxiste, mais ça devrait faciliter la vie des tireurs marseillais. Deuxième tentative pour Toulon, c'est Thomas qui va s'élancer. Thomas en force sans aucun problème. Contre-pied en plus, donc bien joué. Un vrai contre-pied car il change. Il regarde le gardien assez tard pour la placer finalement assez proche du centre, donc en toute sécurité. C'est le penalty Eric Dimeco, penalty de défenseur
ou Michael Madar, vous voyez, fort dans l'axe. Non, c'est un attaquant plutôt fin, Thomas. Vous êtes sévère. Alors, Idriss. Je parlais de la technique. D'accord. Évidemment, c'est bien senti. Idriss. C'est parti pour Idriss, elle n'est pas cadrée. Il avait réussi à plonger Byron. Idriss qui a tout lâché, mais qui s'est surtout lâché hors cadre. Et c'est déjà le pénalty de la gagne du coup pour le Racing. Eh oui. Assez fort, il frappe assez fort, mais pas avec la précision nécessaire. Oh, c'est terrible pour l'entrant Idriss Mohamed. Nils. Exactement. C'est Nils qui positionne ce ballon. Toulon quasi invité surprise de cette finale et qui peut triompher avec ce tir de Nils. Voilà qui est fait. La petite lucarne et Mehdi qui reste sur les talons. Victoire de Toulon aux tirs au but dans ce rendez-vous de Nice. Toulon qui a infligé non pas une défaite à Herbel qui reste invaincu, mais qui s'impose à la séance de tirs au but. Victoire pour l'équipe de Frédéric Mérieux qui triomphe, mais Herbel sera aux côtés des Toulonnais demain pour la finale nationale. Et fidèle à la tradition, les Toulonnais renversent le pronostic. Herbel, c'est vrai, était un favori logique suite au fait de gagner quand même 7 matchs aujourd'hui sur 7. Donner un caractère de favori à Herbel, et à l'arrivée, c'est tout le contraire. C'est encore ce Racing FC Toulon qui réussit à renverser les pronostics dans la joie. Je ne sais pas si vous entendiez les chants très précisément, si vous entendiez de manière assez claire les chants, mais c'est vrai que tous ces groupes de jeunes multiplient les chants, et ils ont une bonne humeur évidemment qui est communicative lors de cette belle journée, la Danone Nations Cup, même si bien sûr on est un petit peu plus déçu. Et c'est compréhensible du côté de Herbel. Pas de défaite aujourd'hui, un parcours parfait. Il manque un but en finale. Et ce but qui manque en finale les empêche de remporter la victoire. Les tirs au but n'ayant pas été favorables, c'est une épreuve importante pour eux. On les pensait favoris non seulement du match, mais également de la série de tirs au but, puisque finalement ils avaient marqué 2 pénaltys lors de la journée. Ils avaient aussi un gardien adverse, Byron, qui était blessé. Et tout ceci les mettait dans une peau de favoris qu'ils n'ont pas pu exercer. Herbel qualifié, ce qui est l'essentiel, bien évidemment. Mais pas vainqueur de ce tournoi. L'honneur en revient. L'honneur en revient à cette équipe, celle de Marlon, donc celle de Frédéric Mérieux. Alors on va revoir a priori tous les pénaltys. Vous voyez comme Byron, genou droit ne peut pas prendre appui. Et c'est malheureusement là que ça se joue, avec Idriss qui frappe à côté, trop croisé, et la frappe impeccable, inarrêtable, oserais-je dire, de la part de Nils, car à cette hauteur là c'est absolument impossible pour le gardien d'aller la chercher en pro comme ici. Eh bien, on est sur le terrain, semble-t-il. Oui, on est prêt. Nous sommes avec Frédéric Mérieux, un coach euro. Alors, il n'y a pas un grand sourire, mais il y a quand même cette satisfaction d'être allé au bout ici. Quel match étriqué. La proteste a été tout au long de votre journée, un leitmotiv. Alors, c'est une longue histoire avec Herbel, parce que depuis 2 ans, on a l'occasion de se rencontrer souvent en finale et souvent au tir au but. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a énormément de tension, parce que ça a été une journée très tendue, pas facile. Mais pour les enfants, je suis très content, parce que ça a été vraiment une journée remplie de bonnes choses. On a réussi à prouver que malgré nos 200 petits licenciés, on arrive à tenir tête à des grosses écuries du football français. Et de se rendre demain sur ce stade-là qui est magnifique, que je ne connaissais pas, écoutez, c'est un grand plaisir, et je suis fier d'eux, parce que mon coach adjoint Emeric et moi avons passé des moments pas évidents. Et de battre Herbel, qui est une belle équipe, je crois que chapeau. Vous parlez de belle histoire, Frédéric. Cette histoire du Racing plus généralement, elle est sympa. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Elle est à la fois
vieille parce que bon, il y a eu des professionnels et vous en faites partie il y a quelques années dans cette équipe, et aussi très récente parce que vous avez repris ce club presque dans l'obsolescence à un moment donné. Hein. Tout à fait, oui. Bon, là vous avez 1 heure à tuer parce qu'il y en a un pour moment. Non, c'est vrai que par le passé, pour pas tous les citer, Eric Castanigno, Didier Rabat, Thierry Rabat, Franck Leboeuf, Patrice Hérault, on en parlait moi-même. Philippe Doucet tout à l'heure. Voilà, tous ces joueurs sont sortis du Racing Football Club de Toulon, sachant que le club il y a 8 ans était encore en 19 nationaux, 17 nationaux, 15 DH. C'était le club amateur avec le niveau le plus relevé. Malheureusement, il y a eu des problèmes financiers et autres. Et c'est le club à qui appartient le Festival Espoir de Toulon qui actuellement, demain, donc nous louperons la finale France-Maroc pour justement jouer ici à l'Alliance Riviera. Mais je m'en plains pas parce que ça sera une bonne chose. Et le Racing, ça a été mon club de cœur quand j'étais gamin. J'ai tout appris, beaucoup du moins. Et là, j'avais envie de transmettre tout ce que j'ai appris à ces enfants. Et le fait que ces enfants soient tellement réceptifs, c'est un bonheur de pouvoir partager ça avec les gamins. Éducateur, est-ce que c'est très différent du joueur pro, hein, 500 matchs professionnels s'il vous plaît, que vous étiez? C'est très différent, mais voilà, on est dans le milieu professionnel, on entend parler du milieu amateur, et quand on est dans le milieu amateur, on se rend compte des difficultés. Et c'est pas facile parce qu'il faut, moi je prône le jeu, mais j'essaye de... que ce soit le jeu, la tactique, la technique, c'est important de former un gamin avec un maximum de bagages. Et ça, j'y tiens. Après, c'est vrai que je suis très exigeant, comme je l'ai été avec moi-même pendant toute ma carrière. Mais ça me fait plaisir de l'être parce que quand on voit le résultat qu'il peut y avoir, il n'y a pas qu'en U12, je veux dire en U13, en U15, en U10 et en U11. Et je ne parle pas des petits, ça fait plaisir et je remercie les parents parce que les parents, c'est vrai que c'est pas facile de les gérer. Mais je le dis sincèrement, mais ça va, j'ai pas trop à me plaindre malgré quelques apartés ces derniers temps. Et très vivant aussi sur le banc, Frédéric Mérieux. Je joue avec eux en fait, vous avez vu, je peux pas m'empêcher, donc c'est pour ça que c'est pas évident, je suis fatigué. Frédéric Mérieux que l'on retrouvera, l'ancien joueur de l'OM, du FC Metz, aux très belles heures, Lens également, que l'on retrouvera évidemment demain donc pour cette finale. Merci d'avoir été avec nous Frédéric. Philippe, le mot de la fin avec les enfants aussi. Allez, venez avec Wissam. On va être à vos côtés, les joueurs, les enfants qui sont évidemment les acteurs numéro 1 de cette journée. Bon, Wissam, ça s'est pas passé comme tu le souhaitais cette finale, j'imagine. Il y a de la déception parce que vous aviez fait une grosse journée invaincu jusque-là. Déception, mais on a atteint l'objectif, arriver en finale. Et le but c'est d'arriver demain. Demain on va arriver comme le petit poussé. Et voilà, hein. On a atteint notre objectif et puis merci Herbel. Hein. Exactement, merci Herbel, que l'on verra également demain. Pas Burel, mais ça s'est joué à peu de choses. Hein. Vous avez fini, je crois, juste en dessous le cut, 5 ou 6e à l'issue de cette journée. Quel souvenir tu as en tête de cette journée? Qu'est-ce que tu gardes? C'était bien, on a joué dans le stade de l'Alliance Riviera, on a joué contre nos ennemis d'Herbel, on a gagné 4 matchs. Ça a été juste ce match, ça a été un match décisif, on le rappelle, ce 6e match qui a failli décider de la qualification de l'une ou l'autre des équipes. C'est un match qu'on n'aurait pas dû perdre, qu'on a perdu. Et avec la même coupe que Frédéric Mérieux. Vous faites des émules, et oui Frédéric, ça se passe comme ça. Philippe, un petit au revoir, on se dit à demain malgré tout. Quel bilan de cette journée, Philippe, vous tirez alors que ces équipes-là joueront demain? Merci messieurs d'avoir été avec nous. D'abord on les retrouvera demain avec grand plaisir parce qu'on a vécu une belle journée de foot. Je crois que Frédéric a tout dit sur le côté pro, le côté amateur, tout ça s'est mélangé, s'est mixé de manière parfaite ici dans un cadre qui est évidemment idéal. Un cadre a priori pro mais qui sied parfaitement aux amateurs. C'est des amateurs qui ont gagné, c'est merveilleux. Et oui, l'histoire est belle, la boucle est bouclée pour cette journée. Une bonne nuit, surtout important de se reposer, du repos Philippe, parce qu'on se retrouve demain sur Dailymotion pour voir l'issue de la finale nationale. C'est ici même, dans cet écran. On peut dire à tout le monde d'ailleurs que ceux qui sont dans le coin, ça commence dès le matin. Ah mais oui, à 10h, et puis en plus c'est à la fraîche encore, à peu près à la fraîche, pour être avec nous, soyez présents, et puis pour vivre la finale sur Dailymotion demain. On remercie au passage, avant de se quitter, nos partenaires, Canal+ et Sport 24, qui nous offrent la substantifique moelle de ces différentes journées de la DNC. À demain Philippe pour cette finale nationale, et puis merci aux équipes de Pierre Faltiero qui étaient en régie et qui nous ont proposé un superbe match. Ils n'ont pas été les acteurs principaux mais ils nous l'ont fait vivre comme ils le souhaitaient. Bye bye.